Abu Jamal. Je suis condamné à mort en Pennsylvanie. Ex-président de l'Association des journalistes noirs de Philadelphie, je pratique toujours un journalisme révolutionnaire. J'écris. J'écris pour tous ceux qui me le demandent. Je combats ma condamnation. Je me bats contre ma sentence. Je combats pour ma vie. Je me bats pour la révolution en Amérique. Oui, je suis un prisonnier politique. Directement de la peine de mort, ici Mumia Abu Jamal. Ce fut l'éruption du mouvement pour les droits civiques et pour l'antiségrégationnisme qui bouscula le règne de McCarthy. En 1957, ce sénateur avait lancé une vraie chasse aux sorcières dans laquelle les mages étaient communistes. Le monde entier observa des démonstrations pacifiques de Noirs réclamant le droit de vote, attaqués par la police et le Ku Klux Klan. Le mouvement pour les droits civiques défiant l'Amérique blanche et raciste donna naissance à une jeune génération de radicaux sans toutefois résulter en un sermon afro-américain. Révolution égale changement, un changement drastique. Quand le mouvement se répandit dans le nord des États-Unis au milieu des années 60, il se heurta aux réalités économiques et sociales. Les conditions infernales de la vie de ghetto, le chômage chronique des masses, la brutalité policière raciste, tout ceci ne pouvait se régler que par une révolution sociale. Récemment, le Census Bureau, organisme gouvernemental de statistiques, affirmait qu'il y a 31 millions d'Américains et d'Américaines qui vivent dans la pauvreté. D'autres rapports disent qu'il y a 3,1 millions de sans-abri aux États-Unis. Vous avez ici des gens qui ne peuvent satisfaire leurs besoins de base. Ils, elles ne peuvent manger. Ils, elles ne peuvent s'abriter. Ils, elles ne peuvent s'habiller. À Chicago en 1966, le bras de fer pour l'équité raciale se traduisait en confrontation avec des machines politiques et un maire, Richard Daley, du Parti démocratique. Après s'être saoulés dans une démonstration politique, des Blancs racistes et armés à Market Park entendirent Martin Luther King les rappeler à l'ordre et convoquer une autre marche à proximité. À Sichia, quand 200 marcheurs du comité de coordination Smith formé d'étudiants non-violents s'amenèrent à une marche appelée Sicorienne, ils furent accueillis par un attroupement de gens hurlant et lançant des briques. Le mouvement pour les droits civiques trouvait ainsi des bâtons dans ses roues. C'est en cette période que Mumia Abu Jamal parvint à un âge suffisant pour comprendre des enjeux politiques. Étudiant au secondaire, il utilisait le pseudonyme de Westcook et révélait déjà des aptitudes de révolutionnaire. Adolescent dans les années 60, j'ai été frappé par la force du mouvement noir qui embrassait tant l'Amérique noire que l'Afrique et l'Europe. Il fut l'un des meneurs du mouvement de masse qui voulait rebaptiser l'école secondaire Benjamin Franklin en Malcolm X. Il faisait partie d'un mouvement municipal tentant d'introduire une étude du fait noir dans le curriculum des écoles secondaires publiques. Ce mouvement culmina en une mobilisation devant les bureaux de la commission scolaire le 17 novembre 1967. La police de Philadelphie attaqua le mouvement de protestation étudiante. À ce moment-là, la police de Philadelphie était menée d'une main de fer par Frank Rizzo. Oui, je me rappelle de moi, d'un frère nommé A. Jones, et de 4 ou 5 autres frères de Philadelphie qui sommes venus à cette démonstration dans le sud de la ville. Ça se faisait au Spectrum de Philadelphie, qui est un grand centre sportif. C'était en 1968. Il y avait la nomination de George Wallace, troisième du nom, pour la candidature présidentielle. Il se présentait sous la bannière du Parti indépendant. Avec le recul, c'était un peu téméraire de penser à aller faire une manifestation dans le sud de la ville, où il y a une majorité blanche. Surtout pour y protester contre la venue de George Wallace. Mais à ce moment-là, nous croyions naïvement que cette ville nous appartenait aussi. Donc, nous l'avons fait et avons eu droit à des coups de pied au cul en guise de remerciement de la part de policiers en civil. Vous avez sûrement entendu parler de l'anecdote. Je te battrai au point où ta mère te reconnaîtra plus. Ça s'est avéré particulièrement vrai dans mon cas puisque je me suis retrouvé à l'hôpital accusé de voies de fait envers un policier. Ma mère, qui marchait dans le corridor, me regarda droit dans les yeux et passa son chemin. Elle ne pouvait me reconnaître. J'étais méconnaissable. J'étais alors adolescent.
Depuis ce temps, de par ses expériences, ayant eu à retraverser plusieurs fois ce genre d'enfer, me sentant si impuissant et faible, je devins attiré par le Parti des Panthères Noires. Nous en fondâmes et en construisîmes un à Philadelphie. En fait, j'ai été projeté, battu vers le Parti des Panthères Noires. Le Parti des Panthères Noires représentait ce qui se faisait de mieux en fait de jeunes militance noire. Il rejetait le principe pacifiste de présente l'autre joue de Martin Luther King. De plus, ils étaient des tenants de la résistance armée. Je crois que c'est un droit national, mieux encore que c'est un principe vital pour tous que de se défendre soi-même. J'y croyais en ces années où j'étais une panthère. J'y ai cru lorsque je fus sensibilisé à la cause de MOVE, et j'y crois encore maintenant. L'autodéfense est un droit national, et personne ne pourra me le nier. Il y eut une campagne nationale de destruction du Parti des Panthères Noires par infiltration, arrestation et meurtre. Celle-ci fut imaginée, conçue et exécutée à partir de la Maison-Blanche par l'intermédiaire du FBI de Hoover. Ce programme tua 38 panthères. Le mandat du FBI était de désagréger, détruire le Parti des Panthères Noires en ne lésinant pas sur les moyens, incluant la fabrication de preuves et le tri de témoins. De la fin de l'année 1967 jusqu'à décembre 1969, les Panthères furent frappés par 768 arrestations et près de 5 millions en caution. Le programme COINTELPRO était terroriste. Il devait terroriser les radicaux révolutionnaires et les opposants aux programmes gouvernementaux. Il les stigmatisait et les isolait de la population en général. En septembre 1969, la police prit d'assaut le quartier général Panthère au coin de la 19e avenue et Columbia. Ils auraient bien aimé pouvoir nous exécuter sommairement à ce moment-là, dit Jamal. N'eût été des regards de la communauté braqués sur nous. Les bureaux étaient sans dessus-dessous. Des dossiers avaient disparu, la microfilmeuse partie. Le 4 décembre 1969, les meneurs du Parti des Panthères de Chicago, Mark Clark et Fred Hampton, ont été tués par la police de Chicago sous ordre du FBI. Une semaine plus tard, dans l'église des défenseurs, Advocates de Philadelphie, Jamal était le premier à parler devant une célébration en l'honneur de ces deux leaders assassinés où il y avait 1000 personnes. Il dit « Ce qui jonchait le lit de Hampton, le sang et un livre de Lénine. Il fut tué. Nous essayons de dire aux gens qu'il n'y a plus de raison d'avoir d'autres Fred Hampton ou de Bobby Hoddins. » Toutes ces années pendant lesquelles j'étais une panthère et avant, le gouvernement essaya de rayer de la carte le Parti des Panthères Noires. En fait, ils essayèrent de tuer les panthères. Ils les fusillèrent, ils leur envoyèrent des grenades, ils leur envoyèrent des bombes, etc. Le mois suivant le meurtre de Hampton et Clark, en janvier 1970, alors que COINTELPRO battait son plein, les Panthères de Philadelphie ont eu droit à un article en première page du Philadelphia Inquirer. Leur représentant âgé de 16 ans, Mumia Abu-Jamal, ministre de l'Information de la section. Au sujet de son programme de déjeuner gratuit, Jamal dit « Le Parti des Panthères Noires fait ce que les églises sont censées faire. » Et il continue en disant « Le génocide atteint des sommets inégalés sous le régime de Nixon, Agnewall et Mitchell. C'est tout à fait ça. Le Parti des Panthères Noires est intransigeant. Il affronte directement la réalité. » En été de 1970, Jamal joint l'équipe du Bureau national du Parti des Panthères Noires en Californie et écrit pour le journal du parti La Panthère Noire. Ma carrière de journaliste commença avec le journal du Parti des Panthères Noires à Philadelphie, en Californie. Ce fut là que j'appris à écrire des articles. J'y appris à écrire à partir d'une perspective révolutionnaire. Le 29 août 1970, le commissaire de police Rizzo effectua plusieurs rafles dans les bureaux du Parti des Panthères Noires de la ville. Les membres du parti furent déshabillés en pleine rue.
Moins d'une semaine plus tard, le Parti des Panthères Noirs organisait une convention constitutionnelle pour révolutionnaires à l'université Temple de Philadelphie. Jamal revenait de la Californie et était d'office sur l'équipe de sécurité. L'activisme de Jamal ne passa pas inaperçu aux yeux des autorités gouvernementales. Dans mon cas, nous avons eu la police qui a réagi contre moi, entre autres à cause que j'étais jeune, à cause de mon histoire dans le Parti des Panthères Noirs et avant. J'avais un casier judiciaire vierge. La nature politique de leur intervention apparaît évidente. Ce cas fut rapporté à un comité sur la sécurité interne de la Chambre des représentants. Le gouvernement attendait le moment propice pour mieux s'aborder l'organisation. Ils envoyèrent des lettres, de fausses lettres d'un mari à sa femme. Ils envoyèrent des lettres aux employeurs, stigmatisant les gens, d'une organisation activiste à une autre, en essayant d'inciter des combats violents entre elles. En fait, même le Parti des Panthères Noirs. À Los Angeles, en 1969, Bundy Carter fut tué à cause d'un conflit avec l'organisation américaine, parce qu'il y avait de la correspondance entre ces organisations non autorisées par le Parti des Panthères Noirs, mais plutôt par des agents du FBI, ceux-là même qui, d'un obscur bureau de Californie, incitaient la haine et la tension entre les groupes. À la fin, le Parti des Panthères Noirs était détruit, et par la terreur due aux policiers et aux meurtres, et par le fractionnement interne dû aux provocations du COINTELPRO. Durant les 10 années qui suivirent, Jamal écrit et diffuse. Sa voix est entendue sur le réseau national noir et sur plusieurs stations radiophoniques de Philadelphie. Son travail était guidé par la citation « Le principe est que nous sommes noirs, oppressés, mais humains, humaines avant tout ». Il fut élu président du chapitre de Philadelphie de l'Association des journalistes noirs à l'âge de 26 ans en novembre 1980. Il fut désigné personne à surveiller par un magazine de Philadelphie en 1981. On l'appela la voix des sans-voix. Dans ces sans-voix, il y avait l'organisation MOVE. J'ai connu MOVE alors que je les couvrais à Philadelphie. Je leur fus présenté comme quelqu'un de réfractaire à leurs idées, mais je m'aperçus que ce que je lisais sur eux n'avait aucune relation avec le genre de personnes qu'ils étaient, pas plus qu'avec ce qu'ils pensaient. Bref, tout ce qui était écrit sur eux était teinté de préjugés et de haine. Les membres de MOVE sont ouvertement actifs et actives à Philadelphie depuis 1973. Ils ont fait toutes les prisons, ont été battus dans tous les postes de police et dans tout Philadelphie pour avoir tenu à leur valeur la vie. La police sera là pour les ramasser par le chignon. Y aura-t-il confrontation? N'y aurait-il pas de barricade? Je ne sais pas, c'est à eux de décider. Pas de barricade, mon Dieu, ils seront ramenés de gré ou de force s'ils résistent. Je veux pas de questions là-dessus, qu'il y ait des enfants ou pas. En 1978, Frank Rizzo brûle les étapes dans la guerre qui l'oppose à l'organisation MOVE. La commune de MOVE de Philadelphie, située dans le village Powelton, est rasée par les bulldozers de la police. Une armée de policiers ont vidé un nombre indéterminé de chargeurs sur la maison malgré la présence de petits-enfants. Un ex-membre des Panthères Noirs d'Albert Africa est battu sauvagement. Un bon coup de pied d'en face! Ah ouais, d'en face! J'en ai aucune idée, ta gueule. Oui, ils sont, je vois pas. Durant la fusillade, un policier est tué. Une réponse incroyable de la ville par 70 policiers. Un siège a été formé par des policiers ceinturant le quartier. Et ça continuait jour après jour, jour après jour. Jusqu'au 8 août 1978, où il y eut un assaut sur la maison abritant la commune de MOVE. Les gens peuvent ne pas être au courant que les armes dont disposait MOVE étaient inopérantes. Elles servaient comme moyen de dissuasion pour la défense seulement.
Jamal a couvert l'histoire de Move et a assisté à la conférence de presse que Rizzo convoqua le 8 août pour justifier l'assaut contre Delberg. La presse doit prendre une part du blâme ici. Il glorifie une bande de criminels. Tout bon journaliste se doit de rapporter les deux côtés de la médaille. Ce qui est rapporté ici, ce n'est qu'un côté de la médaille. La presse est responsable de ce qui arrive dans cette ville. Jamal, selon ses propres mots, devint bien connu des policiers et surtout haï en tant que supporter de l'organisation Move. Il était celui qui était allé en prison pour avoir rapporté la version du clan Africa des événements du 8 août 1978. Il fut très impressionné par le refus démontré par les membres de Move alors que l'on tentait de les briser lors du procès pour le meurtre du policier. J'ai été séduit par l'amour et la bonté des membres et des gens entourant Move. Je fus d'ailleurs enragé, mon objectivité en tant que journaliste s'en trouvait sollicitée, à l'écoute d'un procès où la loi ne comptait pas. Ce n'était pas important qu'un inculpé soit présumé coupable. Vous n'aviez pas ce que la loi vous consent comme droit. Vous n'aviez que 9 membres de l'organisation Move, condamnés pour des sentences de 32 à 100 années de prison au total, pour un crime pour lequel tout le monde les savait innocents. 9 personnes ne peuvent tuer un homme. Ce que vous aviez dans l'État de Pennsylvanie en 1981 était un autre exemple de terrorisme judiciaire d'État. L'appareil judiciaire tenait à rayer Move de la carte. Il ne m'est pas possible d'exprimer les sentiments que j'éprouvais à ce moment-là, assis dans une cour, voyant l'injustice nue. Ça me rongeait les sangs. En 1985, la vendetta de l'État contre Move culminait par le bombardement minutieux de la maison de l'avenue Osage, de Bina, 11 morts, dont 5 enfants. Ils n'appelleront plus le commissaire de police, fils de pute. C'était la ferveur du poste de police. C'était le gouvernement de l'État de Pennsylvanie. C'était le FBI et l'ATF du gouvernement américain qui ont bombardé les gens le 15 mai 1985. Mais personne n'accusa aucune de ces organisations ni leur employeur, les terroristes du gouvernement américain. Pourquoi le feraient-ils? Ils ont commis des meurtres en série, ils ont fait une boucherie, un holocauste dans une ville majeure en Amérique. Pas un de ceux-ci n'a été accusé d'aucun crime. Seule Ramona Africa a été accusée. Elle est coupable d'avoir survécu. On l'a mise en prison le 13 mai 1985. Parce qu'il était un témoin gênant des opprimés et de Move, à l'âge de 26 ans, il était connu dans la ville. Le 9 décembre 1981, il est accusé du meurtre d'un policier dans les rues de Philadelphie. Jamal, voyant son frère battu par la police parce qu'il avait violé un règlement de la circulation, décide d'intervenir. Jamal prend une balle dans l'estomac, un coup quasi fatal. Après que la fumée se soit dissipée, le policier était mort. Jamal était assis sur le bord du trottoir et il saignait abondamment. Même après le jour de son arrestation, The Philadelphia Inquirer titrait « Jamal, un militant éloquent qui n'a pas peur d'élever la voix ». On m'a accusé d'homicide d'un policier de Philadelphie. Ma sentence pour culpabilité de meurtre prémédité, la peine de mort. La Cour lui refuse le droit de se représenter lui-même, de même que les ressources nécessaires à la préparation de sa défense. Des jurys noirs potentiels, tous sont exclus sauf un à cause de leur race, pendant que des personnes blanches ayant des préjugés avoués étaient choisies pour décider du destin de Jamal.
Un témoin de la couronne dit qu'elle a vu un homme de courte taille, pesant environ 200 livres, tuer le policier. Jamal faisait 6 pieds 1 et pesait 170 livres à ce moment-là. Un chauffeur de taxi blanc rapporta que le tueur portait une coiffure afro. Jamal avait des dreadlocks. Jamal a obtenu 15 témoignages d'appui. Un de ceux-ci, une poétesse renommée, Madame Sanchez, s'acharna à le défendre abondamment. Le juge la qualifia de complice de tueur de policiers. Dans les autres choses qui font que mon passé est lié à Mauve et au Parti des Panthères Noires, il y a la plaidoirie du procureur. Il a montré une interview du Philadelphia Inquirer. Interview faite avec moi durant mon adolescence. J'étais alors lieutenant d'information pour le Parti des Panthères Noires. Il m'interrogea à propos de cet article. Le procureur utilisa le fait que Jamal ait été membre des Panthères Noires auparavant afin de convaincre le jury qu'il était un tueur de policiers. Procureur de la Couronne, vous rappelez-vous avoir dit tout le pouvoir au peuple? Jamal, oui. Procureur de la Couronne, croyez-vous que vos actions et votre philosophie soient en accord avec la citation « Le pouvoir politique tient dans le canon du fusil ». Jamal, oui. Jamal dit plus tard, il est clair que le pouvoir politique vient du canon du fusil, sinon l'Amérique n'existerait pas. C'est l'Amérique qui s'est emparée du pouvoir politique détenu par les Indiens. Pas avec Dieu, pas avec le christianisme, pas par leur bonne volonté, mais avec le canon d'un fusil. Les mots panthère noire veulent dire plusieurs choses pour plusieurs personnes, dépendant de leur perspective, leur histoire, leur orientation politique. Le procureur savait ça et a joué sur ça, en fait, en vue de ramener la peine de mort. J'ai vu cet argument foudroyer le jury. Pow! En février 1990, la Cour suprême de Pennsylvanie refusa la pétition réclamant un nouveau procès. Jamal demeure en isolement à la prison d'Huntingdon. Votre vie, est-ce bien 24 ou 22 heures par jour dans une cage, une cellule? Est-ce tout ce à quoi vous avez accès, hormis une toilette? Tous les prisonniers ont à subir ce genre de choses. Moi et d'autres membres de Mauve avons été mis au trou pour avoir refusé de couper nos cheveux et ainsi renier notre croyance dans les enseignements de John Africa. C'est ironique que l'État qui fut le berceau de la Charte des droits de la Constitution nie le droit de liberté de croyance et de religion à qui que ce soit volontairement. Je suis marié. C'est difficile pour moi de parler de ma vie personnelle puisque vous voyez, je ne peux pas serrer ma femme ni mes enfants dans mes bras. Bref, c'est personnel. La douleur est réelle. Le cas de Jamal est notoire parce que la peine de mort n'est pas un accident. Le cas de Jamal réactualise le dilemme de la peine de mort. Serait-il condamné à mort s'il n'était pas noir, s'il n'avait pas été un membre des Panthères Noires, s'il n'avait pas supporté l'organisation Mauve, s'il n'avait pas été une voix articulée pour les opprimés? La campagne se construit par vagues et s'étend par bonds en Europe et en Allemagne de l'Ouest, dans les Pays-Bas, en Inde. Nous avons des contacts à travers le monde. Nous croyons que les appuis légaux sont forts. Par contre, nous ne pouvons ignorer les enjeux politiques. De toute façon, regardez le nombre de condamnés à mort aux États-Unis. Regardez les sondages indiquant qu'une vaste majorité de citoyens et de citoyennes américains et américaines sont en faveur de la peine de mort. Nous ne pouvons l'ignorer. Nous devons en tenir compte. Mais la guerre continue. La campagne se bâtit et nous nous imposerons.
Nous devons nous imposer, mais ce sera un combat. Jamal et tous les condamnés à mort ont besoin du pouvoir du travail, du pouvoir d'un vaste mouvement visant à abolir la peine de mort. La campagne pour sauver Mumia Abu Jamal est aussi celle pour l'abolition de la peine de mort raciste aux États-Unis et dans le monde. La voix internationale qui proteste devient un champ d'espoir pour les milliers d'entre nous, Américains et Américaines, qui sommes brisés par la mort. Je suis honoré de me joindre à vous dans ce noble combat. Vive Move, directement du quartier des condamnés à mort, ici Mumia Abu Jamal.